voudrions dire que les victimes sont en droit d'attendre de la justice, procureur ou magistrat instructeur, ce que nous n'avons pas connu. Le respect de leur douleur, une écoute, un réconfort et une information sur leurs droits. L'ensemble de la presse nationale et régionale française a imaginé un grand feuilleton en réécrivant mon histoire, ma jeunesse, notre vie de couple et même celle de notre enfant que l'on disait entre autres mal aimé. Ce jour-là, au Sénat, devant la commission des lois qui essayait de tirer des enseignements de l'affaire dont elle avait été le centre, une femme, Christine Villemain, une ouvrière de la vallée de la Vologne, près d'Épinal, racontait son histoire, l'affaire Grégory, le meurtre de son fils. Cette femme, après avoir été accusée d'avoir tué son enfant et emprisonnée, a totalement été innocentée par la chambre d'appel de Dijon en février 1993. Pour la première fois, la justice française rendait un arrêt de non-lieu pour absence totale de charge. Il n'y a pas de charge contre Christine Blaise, épouse Villemain, d'avoir assassiné son fils, Grégory Gilbert Villemain, concluaient les magistrats. Pendant plus de 8 ans avant ce jugement, Christine Villemain avait fait la une de toute la presse, dans une affaire qui avait passionné et divisé la France entière. Retour sur des errements de justice et d'enquête, retour 14 ans plus tard, sur une culpabilité médiatique. C'était à l'Épanche sur Vologne, dans les Vosges, le 16 octobre 1984. Il est à peu près 17h, dans sa maison toute neuve, une jeune femme de 24 ans repasse. Son fils Grégory, qu'elle vient d'aller chercher chez la nourrice, joue dehors à côté d'un tas de sable. Une demi-heure passe, Christine Villemain sort pour demander à son fils de rentrer, mais ne le trouve nulle part. Elle revient dans la maison pour répondre au téléphone. On lui annonce que la famille vient de recevoir un nouveau coup de fil du Corbeau, celui qui depuis des années harcèle et menace le clan Villemain. Le Corbeau affirme qu'il a enlevé Grégory et qu'il l'a jeté dans la Vologne. Christine Villemain alerte immédiatement la gendarmerie. Le soir même du drame, on a su tous, pour ceux qui faisaient les faits divers depuis des années, que c'était l'affaire. Parce que trouver un petit garçon ligoté, jeté dans la Vologne, jeté dans une rivière, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple d'une telle méchanceté, d'une telle atrocité. Et on était sûr que ça allait faire, peut-être pas l'affaire, mais que ça allait être le grand fait divers. À 21h15, le corps de l'enfant est retrouvé dans la rivière près d'un barrage à Dossel, à seulement quelques kilomètres de son domicile. 2 journalistes locaux sont sur les lieux. Publié le lendemain, le reportage attire immédiatement la presse régionale. La radio, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des témoignages. Donc il faut des témoignages. Alors on va essayer de trouver le pompier qui a découvert le petit garçon, on va voir les gendarmes, et bien sûr, il faut le témoignage des parents. Bon, c'est un témoignage qui n'est pas facile à obtenir. On se demande s'il faut ou pas aller frapper à la porte de ces gens-là. Alors, bien sûr, il y a un moment de réflexion, on se dit est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Et finalement, je crois que c'est le côté professionnel qui prend le pas sur le sentiment. Et à ce moment-là, on se dit, bon, on est là, on fait un métier qui n'est pas toujours très facile, bah, il faut y aller. Je suis arrivée près du pavillon. J'ai supposé, j'ai vu un homme derrière. J'ai vu un homme et je lui ai dit, excusez-moi, je cherche Jean-Marie Villemain. Il m'a dit, c'est moi. Pourquoi? Il m'a dit, je suis occupée avec les gendarmes, j'ai pas le temps, Et je sonne à la porte et c'est le papa de Grégory qui ouvre. Donc je me présente, je lui dis qui je suis. Au début, il me dit non, je veux pas parler. La maman arrive, elle veut pas parler. Et on parle de tout et de rien avec le papa de Grégory. Je lui dis bien sûr que je comprends un petit peu sa peine, je comprends sa colère. Et c'est peut-être le mot colère qui va le faire réagir. Et à ce moment-là, il me dit, ben, je vais parler. Et je lui dis, écoutez, si vous parlez, ben, vous parlerez. Et il me dit, vous me promettez une chose, c'est que vous ne coupez rien. Alors ça, c'est toujours un problème, parce qu'on sait bien qu'on va être obligé quand même de couper. Et à ce moment-là, ben, il parle. Il parle.
Et il raconte sa haine contre certains membres de sa famille. Il désigne certains coupables. Et bien sûr, je laisse tourner. Je laisse tourner notre magnétophone. Et l'interview dure environ un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, je lui dis, bon, au revoir, monsieur Villemain. Et là, on a toujours le réflexe, quand on retourne vers la voiture, on écoute ce qu'il y a. J'ai bien écouté que c'était terrible, les accusations, mais il fallait les passer. J'ai appelé Paris et je leur ai dit, écoutez, pour le 13h, on a le témoignage du papa de Grégory. Bonne journée à tous et à toutes. RTL, il est 13h. Dans le lendemain, la journée du 17, j'ai des coups de téléphone de certains confrères avec qui j'ai couvert d'autres affaires. Et ils me disent, bon, qu'est-ce que tu en penses? Et je leur dis, c'est la bonne affaire. Et ils me disent, on arrive. Et il est vrai que dans les 2 ou 3 jours, toute la presse française, et même internationale, va être le long de cette vallée de la Vologne. Faute d'informations, les premiers récits des envoyés spéciaux brodent sur la vallée. Papier d'atmosphère qui épaississent le mystère en attendant les premiers résultats de l'enquête. On parlait d'un monstre qui errait dans cette vallée, etc. C'était X-Files. J'ai voulu raconter un peu, les mettre donner un peu de chair à ces personnages, dire qui ils étaient par des anecdotes. Et c'est vrai que c'était un puzzle incroyable. C'était une jungle aussi. La géographie des lieux se prêtait à tout ça. Des petites rues, il y avait des maisons. Il y avait une logique entre le drame de cette affaire et le décor que l'on plantait autour. Parce qu'en fait, c'est nous qui le plantions, le décor. On le voyait comme on voulait le voir. Et on voulait le voir comme un film en noir et blanc. On voulait le voir comme le film de Clouzot, Le Corbeau, qui était passé pas très très longtemps avant à la télé et qui a complètement écrasé notre imaginaire du début, quoi. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus pudique. Difficile quand on vient de l'extérieur de porter un regard sans être neutre, mais au moins modéré ou mesuré. Grégory est enterré 4 jours après sa mort, devant une forêt de caméras et d'appareils photo. En tout, une centaine de journalistes. Hors champ, les premières altercations de la presse avec la famille et les gendarmes, qui veulent préserver la dignité des lieux et les éloigner du cimetière. Les obsèques d'un enfant, c'est toujours terrible. Mais là, il y avait ce climat de suspicion. Les cris de douleur de la mère devant le cercueil sur son chariot qui, dans les graviers du cimetière, faisait un bruit. Chariot en bois, supportant le petit cercueil. On sent que c'est quelque chose, que l'émotion, là, à la limite, la mort de Grégory, elle est oubliée. Dès cet instant-là, c'est la haine qui prend le dessus, c'est la traque à l'assassin qui prend le dessus. C'est pas la haine qui prend le dessus, c'est la traque à l'assassin. Il faut le retrouver, il faut lui faire la peau, à la limite. Même nous, journalistes. Pendant les jours qui ont suivi, il y avait une surenchère entre les journalistes. Certains cherchaient à tout prix le scoop, cherchaient à avoir des témoins avant qu'on y aille, ou cherchaient à entendre des témoins qu'on avait déjà entendus. Certains témoins ont été payés. Certains journalistes se sont fait passer pour des policiers, pour essayer d'extorquer certaines informations. Dans certaines familles, on sait qu'il y a des photos de familles qui ont été volées. Enfin, il y avait une dérive, il y avait une anarchie sur place parmi les journalistes qui était vraiment déplorable. Oui, moi, comme je représente Paris Match, je suis photographe, je suis enquêteur, je suis grand reporter. Bon, je fais des enquêtes, je fais des papiers, je fais des interviews, etc. Je fais des reconstitutions en même temps d'horaires, je vois des témoins, je vérifie pour savoir. J'essaye d'avoir un procès verbal pour savoir ce qu'il a dit aux gendarmes, ce qu'il a dit aux avocats, ce que moi je peux obtenir de lui. C'est vrai, pour voir s'il dit la vérité, parce que le pire, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi et de ne pas savoir quoi en faire. C'est important, ça. Il faut savoir s'il est fiable, etc. Donc j'ai une progression, je progresse. En même temps, je me permets de faire des scénarios à chaque fois. Pour faire une enquête, il faut apporter quelque chose, de fini pratiquement. J'ai fait tout l'emploi du temps du petit Grégory, ce qu'il a fait avant, pendant 15 jours. Où il n'était pas à l'école, pourquoi, etc. Voilà, je sais qu'il était malade. Donc c'est pour ça que je sais qu'à un moment, l'enfant est surveillé, je vais le dire. C'est vrai que l'enfant est surveillé par un guetteur, par quelqu'un. On veut savoir où il est, cet enfant, pour le kidnapper, pour l'enlever. Ensuite, j'en parle à Christine, je lui pose des questions. J'ai été voir les filles de la Poste qui l'ont accusé, Jean-Marie aussi, des choses qu'elle a oubliées. Mais j'ai besoin de ces outils de travail, j'ai besoin d'informations brutes
pour décanter, pour tout remettre en place. Dès le départ, RTL prend une longueur d'avance grâce à son correspondant dans l'Est, Jean-Michel Bézina. Pour rattraper son retard et avoir accès à l'enquête, Europe 1 recommande aux parents de Grégory un avocat qui est aussi un ami de la station, Maître Garot. Garot est un homme d'ordre, partisan de la peine de mort, avocat de l'association Légitime Défense. L'arrivée d'une star du barreau, avec laquelle ils ont l'habitude de travailler, aiguise davantage encore l'appétit des journalistes. Je peux être l'avocat d'autres personnes que Légitime Défense, vous savez. Ce n'est pas intervenu dans votre choix, votre Ça, c'est connaissance. pas une question qu'il faut me poser. Il faut poser aux gens qui m'ont choisi. Journaux et télé entrent bientôt en possession des lettres anonymes que le Corbeau adressait depuis des années à la famille Villemain. La dernière en date, parvenue au lendemain du crime et le revendiquant, postée avant même que l'enfant soit mort, s'adressait directement à Jean-Marie Villemain. Où moi, alors là, je suis subjugué, c'est que je crois que c'est 2 ou 3 jours après, l'Est républicain avec Lionel Roux, qui connaît très bien Jean-Michel Bézina, Le Figaro, François, sortent des copies des lettres du Corbeau et annoncent la fameuse dictée. Alors moi, je suis complètement largué parce que je suis au courant de rien, je découvre ça. Alors, bon, vous sentez bien que là, il y a une émulation qui se met en place et c'est la course à l'information, elle est là, pour moi, elle est là. Je ne sais pas. Je voudrais le savoir, mais je ne sais pas. Pourquoi des corbeaux? Pourquoi des cordelettes? Pourquoi? Ce sont toutes ces questions qu'on s'est posées. Moi, s'il n'y avait pas eu le Corbeau, j'aurais pas pensé à écrire mes premiers papiers de cette manière, quoi. Donc j'ai été un bon médiateur pour lui, quoi. Donc c'est vrai que c'était un gigantesque jeu de piste. Mais je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais ce sont nos meilleurs souvenirs de cette époque. Pourquoi? Parce que on avait toute latitude, on avait toute liberté d'aller interroger les gens, de faire des chronométrages, de se rendre de tel à tel point, d'imaginer des mobiles, et Dieu sait si on en a imaginé. C'était un peu Tintin dans la Vologne quand même. Les gendarmes enquêtent sous l'autorité du juge d'instruction, Jean-Michel Lambert. Ils axent leurs recherches sur le Corbeau, entendent la famille, chronomètrent, vérifient les alibis et font écrire des dictées ensuite expertisées à ceux qu'ils convoquent. Tout se passe au grand jour autour et dans la petite gendarmerie de Bruyères. Les noms sont cités sans retenue dans la presse, au mépris de la présomption d'innocence. En 30 ans, dans d'autres faits divers, je n'ai jamais vu ça. Tous les matins à 11h et l'après-midi à 16h, on avait ou le procureur ou un officier de gendarmerie qui racontait un bout de l'enquête. Et donc là, automatiquement, on ne pouvait pas partir, puisque chaque jour, on avait l'impression que la vérité approchait, qu'ils étaient sûrs de trouver le coupable. Donc on ne pouvait pas abandonner, on restait le lendemain. Il fallait rester, il fallait continuer à enquêter, il fallait enquêter sur ce que on croyait être la vérité, et dans cette affaire, des vérités, il y en a eu pratiquement tous les jours. Il n'y a rien de neuf dans l'enquête. Je dois vous dire, entre parenthèses, que cette enquête peut durer très longtemps, parce qu'encore une fois, elle est très complexe. Elle progresse néanmoins, toujours dans les directions prises au départ. Et vous cherchez toujours dans l'entourage proche et dans la famille? Effectivement. Le terme est assez vague. Ce que les journalistes nous disaient, si on n'a pas quelque chose pour notre télé ou pour le journal radio à 18h, si vous ne dites rien, eh bien on est obligé d'aller chercher des éléments ailleurs. Alors il s'est passé que quelques jours après, avec l'accord des magistrats, c'est-à-dire du procureur de la République à Épinal et du juge d'instruction, puisque nous étions sur commission rogatoire, nous avons fait, non pas des conférences de presse, mais des communiqués de presse. Des communiqués qui étaient préparés à l'avance, qui faisaient un point rapide sur l'enquête et qui faisaient appel à d'éventuels témoignages pour des renseignements complémentaires. Premier grand rebondissement de l'enquête, lorsque Muriel B., une adolescente de 15 ans, accable son beau-frère Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain.
Elle dit qu'il est venu la chercher à la sortie de son collège à Bruyères, qu'ils sont ensuite allés à l'Épange prendre Grégory, puis à Docelles, que Laroche a quitté la voiture avec Grégory et qu'il est revenu seul, quelques minutes plus tard. Muriel confirme ses propos devant le juge Lambert. Ces déclarations renforcent la conviction du juge, déjà alerté par des experts en écriture qui avaient oralement désigné Laroche comme l'auteur probable des lettres du Corbeau. Bien, Bernard Laroche, qui avait donc déjà été gardé à vue avec sa femme la semaine dernière, a été interpellé ce matin sur son lieu de travail. Menottes au point, il a été amené très rapidement à la gendarmerie d'Épinal. Le juge d'instruction a affirmé, je le cite, « Nous brûlons ». Je l'ai traité très certainement de monstre, d'assassin, de psychopathe, de pervers. Je me souviens pas des autres mots, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et en fait, c'était pas de lui vraiment dont on parlait, parce qu'on le connaissait pas. Bon, quand j'ai vu ce bonhomme, un petit peu ours, arriver dans les locaux du tribunal, en train de hurler « je suis innocent », bon, je me suis dit, il a peut-être raison. Mais comme les autres informations que nous avions et le désigner, ben, on a tous fait nos papiers sur Laroche coupable. Moi, j'ai décrit l'assassinat de Grégory Villemain par Bernard Laroche. Je suis pas très fière de ce que je vous dis, mais je l'ai décrit au présent. Parce que d'abord, en radio, on fait des papiers au présent, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit vécu, il faut que l'auditeur ait le sentiment de vivre l'événement au moment où vous le racontez. Bon, ben voilà. Oui, c'est sûr qu'on a imaginé des histoires. On a, à partir, par exemple, de la jalousie supposée de Bernard Laroche face à son cousin Jean-Marie Villemain, on a pris tous les éléments de leur vie qui étaient comparables ou qui pouvaient l'être. Et puis, en faisant cette lecture comparative, on est arrivé au mobile d'une jalousie extrême dont finalement on ne savait rien. Nouveau coup de théâtre. Muriel revient sur ses déclarations. Les autorités n'avaient pas jugé utile de l'éloigner de la famille Laroche. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le dossier? Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. La volte-face de Muriel n'a pas entamé les certitudes de Jean-Michel Lambert. Il maintient Bernard Laroche en prison. J'ai jamais vu ça. C'était presque un appel au lynch. Vraiment, c'était vraiment très primitif. On s'est rendu compte que si ces gens étaient là, prêts à lyncher un homme, prêts avec des slogans vengeurs, avec des slogans réclamant la peine de mort, des choses comme ça, c'est bien un peu parce que c'est nous qui les avions alertés. C'est nous qui leur avions transmis l'information, au sens brut du terme. C'est nous qui avions sonné le rappel. Donc déjà, ça nous avait un petit peu... on s'était dit, bon, on va peut-être aller un petit peu loin. Alors, c'était peut-être pas formulé aussi clairement parce qu'on était dans un tourbillon et puis un peu moins mature qu'aujourd'hui, peut-être. Mais bon, on s'était rendu compte que là, il y avait déjà une limite qui avait été franchie. Bernard Laroche est désormais défendu par Maître Pron, bien connu au barreau de Paris et avocat de la CGT, et par Maître Welzer, un jeune avocat d'Épinal, marqué à gauche. Welzer découvrira au fil des semaines des erreurs de procédure qui lui permettront de faire sortir du dossier un certain nombre d'éléments à charge, notamment les rapports accusateurs des experts en écriture. Mais dès le premier jour, il peut affirmer que le dossier paraît bien mince. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction et les documents graphologiques n'y figurent pas non plus. Nous sommes allés voir le juge d'instruction. Nous lui avons dit, bon ben voilà, la saisine des experts n'est pas correcte. Il faut absolument que vous fassiez l'ordonnance. Et lui a refusé. Il a dit, non, j'ai vérifié, j'ai regardé les documents qui sont en ma possession et ça tiendra, il n'y a pas de problème. Non, je ne refais pas de documents. Votre réquisition à personne qualifiée suffira. En fait, c'était de toute évidence une erreur parce que ces travaux ont été annulés, ainsi que ceux de son collègue. Elle travaillait avec un autre expert de Paris,
Madame Berrichon-Séden. Et hélas, leurs 2 travaux, qui étaient capitales dans l'instruction, dans l'enquête, ont été entachés d'annulation, comme bien d'autres pièces d'ailleurs. Non, l'arrivée de Welser ne change pas grand-chose. Elle change quoi? Elle va changer pour les gens de la région, où là, c'est encore l'histoire du carnet d'adresses et des longues connaissances. Welser, je le connaissais depuis 10 ans. Et là, je crois que les relations changent. Ce n'est plus d'avocat à journaliste, c'est de copain à copain. Et il y a peut-être certaines informations qui sont données, il faut l'admettre, qu'on ne donne pas aux autres. Dans les tout premiers jours, le lendemain ou peut-être le surlendemain de l'affaire, il y a un des journalistes locaux que je rencontre dans la brigade. Il y était rentré quasiment de force en disant que son statut de journaliste locaux, ayant d'habituelles bonnes relations avec la gendarmerie, l'autorisait à avoir des renseignements directs et ne pas attendre avec les autres dehors. Bon, nous l'avons éconduit, nous lui avons dit de ressortir, et quand il est reparti, au moment de repartir, il m'a dit textuellement à moi et aux autres gendarmes qui étaient là, il m'a dit « Mon capitaine, j'ai traité une affaire similaire il y a quelques années quand j'ai commencé mon métier en Normandie. Je vous parie que c'est la mer. Je vous parie le champagne que c'est la mer. » La volonté de savoir la vérité va peut-être nous pousser à enquêter encore plus loin, à essayer d'avoir les informations ou l'information qui peut expliquer ce qu'on a ressenti et ce qu'on recherche. Les avocats de Bernard Laroche s'activent eux aussi pour écarter les soupçons qui pèsent sur leurs clients. Ils adressent au juge Lambert un rapport qui pointe une dizaine d'apparentes contradictions dans les dépositions de Christine Villemain. Contradictions qui seront pourtant levées plus tard. La sincérité des propos de la mère de Grégory est clairement mise en doute dans ce document. C'est donc un avocat qui a fait renverser la vapeur complète et qui a motivé le juge Lambert, qui ne savait plus très bien d'ailleurs, parce que le juge Lambert, il était là, un coup il est innocent, il disait que de toute façon les expertises d'écriture n'étaient pas une science exacte, c'était vrai ça, mais il ne savait plus très bien. Donc lui, il s'est dit maintenant, voilà, c'est Laroche ou Christine, bon c'est Christine maintenant. C'est toute l'affaire Grégory, elle se résume à quoi? Pourquoi c'est un problème pour moi, pour tout le monde? Parce que si c'est pas Bernard Laroche, si c'est pas Laroche, c'est que c'est Christine, si c'est pas Christine, c'est... Le cas de la mère est monté en puissance pendant plusieurs semaines. Alors, instillé par des avocats, qui avaient tout intérêt à lancer des rumeurs contre elle, instillé par des journalistes qui avaient tout intérêt à les relayer. Ça a duré plusieurs semaines. Le terme générique, c'était « la mer est pas claire ». Voilà, avec ça, vous pouvez tout dire. Alors là, on peut refaire toute l'histoire avec ça. La mer est pas claire, la mer est pas claire, la mer est pas claire. C'est la mer, c'est peut-être la mer. Voilà, c'était obsédant, ça tournait dans nos têtes. Et c'était tellement plus séduisant que le cousin emprisonné. C'est tellement plus vertigineux, c'était tellement plus magnétique comme thèse qu'on avait beaucoup de mal à y résister. Alors, ça s'est installé progressivement. Donc il y a eu la rumeur, qui partait de quelques procès-verbaux du dossier. Il ne s'agit pas de nier le fond des choses, mais d'en voir la forme. On m'a pris mon gamin, et puis comme c'est là, bon, les rumeurs sont toujours après moi, et puis que de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Ce que je ressens, si ces expertises donnent 3 ou 4 personnes, je ne sais pas le nombre exactement, et puis si ma femme est dans le lot, je dis que ça ne vaut rien. C'est de la fumisterie, c'est tout, c'est du travail en l'air, et puis si on enquête là-dessus, on y sera un coup dans 6 mois. Parce que si on s'était interrogé autant sur le reste de la famille, autant que sur Christine, je crois qu'on en sortirait quelque chose. Après 3 mois de détention, Bernard Laroche est libéré. À la suite de l'intervention de ses avocats, il ne reste plus grand-chose contre lui dans le dossier du juge Lambert. De plus, de nouveaux experts désignent maintenant Christine Villemain comme le corbeau probable. Les défenseurs de Laroche contactent la presse pour mettre en image une nouvelle silhouette du cousin des Villemain. Bon père de famille, entouré de l'affection des siens. Bernard Laroche recommence à travailler. Il recommence une vie normale, donc... Paradoxalement, Laroche reste toujours inculpé de l'assassinat de Grégory. Un de mes confrères a pensé qu'il était bon
de montrer Bernard Laroche innocent avec un autre visage. C'était un piège. Le piège médiatique était refermé sur Laroche. Il était montré comme coupable. Quand il sort de prison, il fallait, selon certains, qu'il se montre innocent. Est-ce une bonne chose? S'il ne se montrait pas, il était coupable. Il était piégé. Un avocat, actuellement, ne peut pas rester uniquement derrière son bureau avec devant lui les jurisconsulteurs pénaux. C'est pas suffisant. Bon, la presse, elle existe. Mais la presse, elle existe par elle-même. On assiste à la création de 2 clans. Bon, il y a ceux qui sont pour Laroche et puis ceux qui sont pour Christine Villemain. Quelles sont les méthodes des uns et des autres? D'abord, ça discute beaucoup. On échange les arguments. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais il y a cela. Oui, mais moi, j'ai chronométré tel parcours, et puis, etc. Et puis, je suis allé voir un tel qui me dit que du style Madame Clodon, bon, la fermière, ou Monsieur Méline, le voisin, ou la gardienne, enfin, bref. Bon. Et puis alors, de plus en plus, on est amené à prendre son camp, quoi, à se marquer par rapport aux autres. C'était vraiment détestable. Moi, j'en suis presque venu aux mains. Même avec un confrère du journal, on était à 2 de match, et le directeur avait dit, on a 2 reporters sur le coup, il y en a un qui est pour Laroche et il y en a un qui est pour Christine. Voilà, moi j'étais pour Christine. Voilà. C'était un peu l'atout du journal. Chacun, on a un reporter dans chaque camp. Voilà ce que disait Roger Théron, le directeur du journal. Quelques jours après la libération de Laroche, le juge Lambert dessaisit la gendarmerie de l'enquête au profit de la police judiciaire de Nancy. À sa tête, le commissaire Corradi. Aujourd'hui, le commissaire dirige les renseignements généraux à Nancy et il n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est les journalistes qui nous informent, par exemple, de la libération de Bernard Laroche le 4 février. C'est encore eux qui nous informent du saisissement de la police judiciaire le 20 février. J'ai même reçu un coup de téléphone pour dire eh bien, vous êtes dessaisis, non? Ce sont les journalistes qui nous l'ont appris. Ça vous donne une idée de l'ambiance qu'il y avait à l'époque là-bas à Épinal. La logique des policiers du SRPJ de Nancy qui reprennent l'enquête après la libération de Bernard Laroche, c'est d'être meilleurs que les gendarmes qui ont conduit la première enquête. En cela, la guerre des polices a beaucoup compté dans cette affaire. Donc ça, c'est leur logique à eux. C'est d'en remontrer aux gendarmes et de prouver qu'ils sont plus malins, plus forts et plus futés qu'eux. Quand je parlais d'un personnage que j'avais retrouvé qui était important pour l'innocence de Christine, je savais que systématiquement, la PJ ne le prendrait pas. J'allais voir le témoin, je lui disais, est-ce que la PJ vous a interrogé? Et il nous a interrogés, mais on ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous, on va montrer l'innocence de Christine. Donc nous, on ne prend pas ce témoin-là. Ce qu'on veut, c'est des témoins à charge. Tous les témoins à charge étaient intéressants pour la PJ. Mais ceux qui, justement, disaient non, si on n'est plus nuancé, on ne les intéressait pas. Ils ne prenaient même pas de PV, ils ne prenaient même pas la main courante. Ça, je l'ai su. J'étais excédé, j'étais horrifié, moi, par ça. Par les techniques, par les méthodes de la PJ qui allait dans une seule direction. De toute façon, c'était une enquête policière à laquelle je n'avais pas accès parce que les policiers, étant donné que j'étais en concurrence avec leur principal copain, ne me donnaient aucune information, refusaient même de me recevoir. Moi, tous les éléments que j'ai eus, c'est par confrontation. C'est pas gratuitement. C'est pas Monsieur Kerr, je vous donne un PV, je vous l'ai pas donné, vous l'avez regardé. C'est on veut bien confronter vos informations avec les nôtres. Voilà comment je travaillais. Et ça m'a permis d'enregistrer des conversations et d'enregistrer des procès-verbaux. Voilà. Le secret d'instruction est une vaste hypocrisie en France. Le secret d'instruction n'a jamais existé, ni dans cette affaire, ni dans aucune autre affaire. Et la fameuse nuit du cauchemar ou la nuit d'épouvante que j'ai vécue avec Jean-Marie Christine, c'était le 29 février 1985. Et elle est partie de 2 petites cassettes comme ça que Jean-Marie m'a demandé de lui faire écouter. C'est parti d'une soirée que j'ai passée chez eux. Et je leur ai fait écouter des procès-verbaux de Muriel, de Bernard Laroche, de différentes personnes. Et à ma grande surprise, ce soir-là, ils m'ont montré un fusil qui était armé d'ailleurs, que j'ai déchargé. Il y avait 5 balles à sanglier à l'intérieur. J'ai ouvert la chambre et j'ai éjecté les balles. C'était un fusil à pompe. Et
Ce drame a failli se jouer cette nuit-là. Avant de partir, j'ai dit à Jean-Marie, il faut que tu me promettes de ne rien faire. Je comprends très bien. Il me dit, qu'est-ce que tu feras à ma place? Je lui dis, moi, c'est sûr que si on m'avait tué mon fils, j'aurais envie de tuer le meurtrier. Mais il faut être sûr à 100%. Et puis, il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour le juge. Ne fais pas le travail à sa place. Si tu tues la personne, on dira que c'était l'amant de ta femme, et toi, tu élimines un témoin. Et Christine disait, oui, Kerr a raison, Kerr a raison. Et je suis parti, il m'a promis de ne rien faire, et à 4 h du matin, j'ai sonné, j'avais un doute, je me suis fait réveiller par mon hôtel, et j'ai appelé chez eux. Ils habitaient chez Gilberte Blaise. Et Gilberte m'a dit, oh, vous pouvez vous rendormir, Jean, ils dorment. J'ai pas eu confiance, parce qu'elle avait décroché à la première sonnerie. Je me suis levé, j'ai pris ma voiture, j'ai foncé à Bruyères, et là, près de l'immeuble où ils habitaient, chez la mère de Christine, la voiture avait disparu. La R18 blanche était partie. Je me suis dit, ils sont partis sur les lieux pour abattre la roche. J'ai foncé, et je suis arrivé face au monument aux morts de Monzet. Il y avait la voiture blanche, moteur tournant, Christine à l'intérieur, et le pare-brise. Et sur sa gauche, monument aux morts, en position du tireur agenouillé, il y avait Jean-Marie, le fusil qui attendait l'arrivée de la roche. Et je me suis précipité, j'ai dit, mais vous êtes fous, quoi, c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est quoi? C'est un western, etc. Vous m'avez promis, etc. Oh, laisse-nous tranquille, etc. Bon, on en a parlé hier soir, mais nous, on veut le buter, et puis de toute façon, on ira se constituer prisonnier. Mais je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je veux pas assister à ça, c'est pas normal. Et j'ai convaincu Jean-Marie de remettre son fusil dans la voiture. On a été doublé par la voiture de la Roche. Et Jean-Marie a arrêté sa voiture sur le bas de la route. Il m'a dit, tu peux dire que tu as sauvé la vie de la Roche cette nuit-là. Et lorsque il y a eu quelques menaces, des demandes ont été faites à la gendarmerie et au procureur de la République. Et une lettre a été faite, si mes souvenirs sont exacts, le 6 mars 85. Ça doit être quelque chose qui a été porté à un magistrat. Il me dit, s'il arrive quelque chose à la Roche, ça sera de sa faute. Je dis, comment, monsieur le juge? Pourquoi la faute de la Roche? Il me dit, parce que la Roche, il a voulu revenir dans son contexte familial, il a voulu retourner à l'usine. Moi, je voulais qu'il soit interdit de séjour pendant un certain temps. Il me dit, s'il lui arrive quelque malheur, ça sera de sa faute. Si c'était pas Bernard Laroche, c'est lui. Ça va pouvoir croire que ça restera là. Et j'appelle le capitaine Sesma et je lui dis, Jean-Marie, il est prêt à tuer la Roche. Et il me dit, oui, je suis déjà au courant. J'ai prévenu le juge, on me l'a dit aussi. Mais nous, on ne pourrait pas intervenir, on n'est plus compétent, on nous a retiré l'affaire. Voilà. C'est pas du tout me désister au profit des autorités, mais voilà. Et c'est pas de la lâcheté non plus. Quand on parle du secret du journaliste, je crois que j'avais un secret journalistique et j'avais un secret d'amitié en même temps. Tout le monde était passé au moins une fois chez les parents de Grégory et avait vu que leurs valises respectives pour aller en prison étaient prêtes, avec le partage équitable des photos de leur fils. Personne n'a rien fait pour l'empêcher. Bon, il doit être midi et quart. Et avec Jean-Michel Karadec de Paris Match, on était dans le bureau de Gérard Welser. Je veux téléphoner pour voir si, avant que ces journalistes ne se rendent à leur domicile, qui était très accessible, il accepte d'en voir un. C'est Marie-Ange Laroche qui a décroché en hurlant, en disant Jean-Marie vient de tirer sur Laroche, sur Bernard, il est mort, il y a plein de sang, etc. Enfin, une espèce de truc dramatique qui nous a absolument pétrifiés. Gérard part, bien sûr, tout de suite, et avec Karadec, je crois. Et là, c'est peut-être l'amitié, la longue amitié entre des gens de la même région. Gérard Welser m'autorise de rester dans son bureau, et je reste dans son bureau, et je fais le 13h, et on annonce la mort de Laroche bien avant tout le monde, malheureusement. Moi, j'ai prévenu les photographes de Match qui sont partis. Et bon,
ont fait leur boulot, quoi. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai commencé à essayer d'organiser un peu ce qu'on pouvait faire journalistiquement. Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, abat son cousin Bernard Laroche et se constitue prisonnier. J'étais accablée à la fois de ma participation à ce geste, par le souvenir des mots très violents que j'avais employés à l'égard de Bernard Laroche, qui de l'avis unanime était condamné dès le soir de son arrestation. Donc j'étais accablée par ça, j'étais accablée par le sort des parents de Grégory, qui passaient dans un stade supérieur de l'enfer, si je puis dire. J'étais accablée par le fait que le plancher s'ouvrait sous nos pieds, quoi, et que je sentais bien qu'on allait tous s'engouffrer, enfin, s'effondrer plus exactement. Et puis j'étais accablée pour Marie-Ange Laroche et son fils, enfin c'était très très dur quand même cette histoire, très très dur. Et c'est vrai, je l'ai dit, le jour où je l'ai appris, d'abord je suis tombé, moi c'est le ciel qui me tombait sur la tête, et j'ai chialé, comme on dit, j'ai chialé, j'ai pleuré, je me suis effondré, et j'ai dit on l'a tué. Christine Villemain, qui attend un deuxième enfant, est hospitalisée. Avant de se rendre, son mari lui a donné sa version des faits. Allô, Christine? Oui, c'est Laurent. Bonjour, comment vas-tu? Oh, pas trop bien, tu sais. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Il t'en a pas parlé hier matin? Pas du tout, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a dit j'ai tué Laroche. Je le croyais pas, il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué Laroche, qu'il me disait. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit j'ai voulu y aller avec le fusil pour parler. Et puis il se foutait de moi, il me disait que c'était bien fait tout ça. Et puis aux expertises, Laroche il m'a dit de toute façon les expertises, on les a payées pour enfoncer ta femme qui lui a fait. Puis il s'est foutu de sa gueule, c'est là qu'il a tiré, Jean-Marie. Il me disait je te jure, j'aurais jamais tiré, mais c'est lui qui m'a mis en boule. Quand Laroche est tué, tout le problème, c'est qu'on revient au premier jour. C'est-à-dire on n'a pas de coupable. Et qu'il en faut un coupable dans cette histoire. C'est le raisonnement de l'époque. Personne n'imagine qu'il puisse y avoir une vacance judiciaire et même médiatique dans cette histoire. Parlons clair, c'est Christine Villemain qui ensuite a pris ce rôle, a pris cette place. C'est évident que la violence avec laquelle cette fille a été traitée, cette femme a été traitée à l'époque, est à la hauteur de la mauvaise conscience de tous ceux qui étaient dans cette affaire. C'est-à-dire que chacun s'est déchargé sur elle de sa propre part de remords, de culpabilité par rapport à la mort de Bernard Laroche. Il faut bien être conscient de ça. Attention, est-ce qu'on va pas refaire une autre connerie, quoi, comme on l'a fait avec Laroche? Et Patrice Burnat a eu cette phrase terrible, que j'ai encore en tête, qui est de dire, mais là, on serait vraiment des salauds. Mais que les gens qui pensent qu'on aurait pu faire autrement viennent me dire quoi écrire, quoi faire, quoi dire à ce moment-là, quoi. Et il y avait cette interrogation, c'est malheureux à dire, mais et si c'était la mère, qui est une angoisse qui est beaucoup plus profonde en nous, parce que ça génère en chacun de nous une peur, une interrogation. Est-ce que on peut imaginer que on peut être tué par sa propre mère? Et ça, c'est ce grand mystère. Bon, mais je ne veux pas dire que par là que c'est le cas, là. Mais c'était cette interrogation. Et c'est ça qui a fait que des gens se sont déchirés, se sont engueulés et sont même pratiquement arrivés aux mains. On refaisait l'affaire.
inlassablement entre nous. C'était le parcours de Christine Villemain lorsqu'elle est allée chercher Grégory chez la gardienne, son parcours, tant de temps après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et tant de temps pour parcourir de tel point à tel point. Tout ça, chronomètre en main, les journalistes l'ont fait. Moi, Grégory, j'y ai pensé souvent, j'y ai pensé pendant des mois, des semaines, des années. Pendant des années, je me disais, la justice n'y arrive pas, il faut qu'un journaliste y arrive. J'ai tellement d'éléments, quand même, il me manque pas grand-chose pour faire éclater la vérité. Ça fait vendre du papier. C'est tout cet aspect complètement mercantile qui a gerbé. Parce qu'en fait, je pense que on peut jeter la pierre aux gens qui étaient sur place, mais les gens qui étaient dans les rédactions et qui vendaient du papier avec ça étaient sans doute les plus inhumains, quoi. Parce que c'est eux, ils ont quand même fait du beurre. Traquée partout et tout le temps, Christine Villemain est généralement dénoncée comme la manipulatrice qui a armé le bras de son mari. Quant au meurtre de son enfant, les rumeurs vont bon train. Si elle n'est pas encore inculpée judiciairement, elle l'est médiatiquement. Bien qu'elle ne soit pas inculpée, il est à peu près établi, donc d'après les experts maintenant, que la mère du petit garçon qui a été assassiné a toutes les chances d'être l'auteur des lettres du corbeau qu'elle s'était donc elle-même adressée à elle et à son mari. Les titres deviennent de plus en plus accusateurs. C'est Paris Match qui va officialiser la rumeur. Jean-Michel Karadec, l'auteur de l'article, justifie ses écrits. D'un seul coup, le téléphone sonne, et c'était le juge Lambert. Ça, je vous raconte une histoire que peu de gens savent. Il me dit, alors, vous voulez savoir si je l'inculpe? Oui. Je dis, et quand est-ce que ça se passe? Il me dit, mercredi. Moi, j'ai mon réflexe journalistique. Bon, on sort jeudi, mercredi, jeudi. Bon, très bien. Alors, il me donne un certain nombre de détails. Je dis, votre décision est prise. Oui, absolument. J'envoie le mandat d'amener. Le journal paraît. Christine n'était pas inculpée. Le jeudi se passe, le vendredi se passe, le samedi ou le dimanche ou le lundi, mon directeur de Roger Théron commence à me regarder un peu de travers en disant « Oui, bien sûr ». Je dis « Écoutez, je ne pouvais pas avoir meilleure source si il m'a menti ou bon, il s'est passé quelque chose ». Bon, ce qui s'est passé après, je l'ai su plus tard. Le juge Lambert avait effectivement envoyé l'ordre d'amener, malheureusement, il avait oublié de le signer, si bien qu'il y a eu un retard, puisque ça se passait à Nancy, etc., que ce retard a fait que mon article est paru entre-temps, et que, évidemment, au niveau de la chancellerie, on s'est mis à pousser des hurlements en disant vous ne pouvez pas le faire maintenant, puisque on a l'impression que vous exécutez les instructions de la presse. Donc, l'inculpation de Christine Villemain a été reportée d'une semaine et demie ou 2 semaines. Quand un journal vous dit qu'ils vont maintenant annoncer et marteler sur la culpabilité de Christine Villemain, pour qui moi, je veux dire, j'ai des sentiments de journaliste paternel en même temps, et j'ai l'impression de bien la connaître, et je me dis que c'est tellement une injustice que je deviens mal. Je fais des conférences au journal, je me dispute, j'ai des altercations avec des confrères, au bar en bas de match. Christine Villemain, la mère du petit Grégory, inculpée de l'assassinat de son fils par le juge d'instruction, elle a été immédiatement écrouée. La conviction d'un homme peut-elle varier en fonction de ses interlocuteurs, avec les gendarmes Bernard Laroche, avec le SRPJ, la mère?
Le juge Lambert, convaincu par de nouvelles expertises graphologiques, décide de faire arrêter Christine Villemain. Elle est incarcérée le 5 juillet 1985 contre l'avis du ministère public. Bien qu'enceinte, elle entame aussitôt une grève de la faim. 11 jours plus tard, la chambre d'appel de Nancy décide de la faire libérer. Même paradoxe que pour Bernard Laroche, le juge maintient pourtant son inculpation. Je vais vous le dire, j'étais contente, quoi, parce que vraiment, les mois qui avaient précédé étaient d'une telle violence, par l'accumulation de ces articles, par cette haine qui tombait sur cette fille, mais de manière tellement démesurée, mais quand bien même l'aurait-elle tuée, franchement. Quelle pataquès autour de cette histoire, c'était incroyable. Et alors en fait, ce qui était dingue, c'est que, judiciairement parlant, l'étau venait de se desserrer, et hop, à peine était-elle dehors qu'elle retrouvait l'étau médiatique. C'était très fort, ça aussi. Le lendemain, Libération titre sur le droit à l'innocence de Christine Villemain. Mais en page intérieure, Marguerite Duras a une vision après s'être rendue à l'épange. Elle voit la mère de Grégory coupable, forcément coupable, et sublime. Tout le monde voulait en dire un mot, donner sa version, ses sentiments vis-à-vis de cette affaire. Et tout le monde s'est impliqué. Y compris Marguerite Duras, qui a dit ce qu'elle a dit. Mais Christine intriguait. Christine intriguait peut-être. Elle pensait que c'était une mère qui avait assassiné son enfant, quoi, par vengeance, enfin. Et donc, mais en même temps, elle était très à l'écoute. Mais je crois qu'elle n'est pas sortie de Mais en fait, elle ne formalisait que ce que 99% des gens pensaient à ce moment-là. Je crois que c'était Serge July qui considérait que c'était le fait divers du siècle, et qui voulait en faire un feuilleton vrai, je me souviens, c'était un peu ça. Donc, Même Marguerite Duras, elle est passée un peu à travers les mailles, puis ensuite on l'a accrochée. Elle a été condamnée, toute Marguerite Duras, qu'elle est la papesse de l'intelligence. Elle m'avait téléphoné une fois, elle avait eu cette... Tiens, là, vous avez un scoop. Elle avait eu cette magnifique phrase, qu'elle ait tué son enfant ou qu'elle ne l'ait pas tué, ça n'a strictement aucune importance. J'ai dit, elle est folle. Mais ça n'engage que Garot, oui. La réaction de Christine Villemain, elle a eu une réaction très directe en disant qu'est-ce que c'est que cette tarée-là, alors elle avait vraiment raison de sa place de dire ce genre de choses, quoi. Elle était dans le principe de réalité, quoi. La machine médiatico-judiciaire s'est emballée. Elle n'a plus aucun garde-fou. Personne ne contient plus une affaire qui a déjà vu la mort d'un enfant, l'assassinat d'un homme et l'incarcération de la mère de l'enfant. Les titres de la presse sont de plus en plus spectaculaires. Christine Villemain crée le scandale en posant avec son bébé à la une de Paris Match. C'est Maître Garot qui a négocié le prix de la photo à titre d'honoraire. D'autres clichés vont suivre. La jeune femme ne travaille plus, son mari est en prison. Au total, l'affaire Grégory rapportera plus d'1 500 000 francs à l'étude de Maître Garot. Fin 86, le juge Lambert obtient une année sabbatique. Son nom est devenu célèbre et il songe à une carrière d'auteur. Publiez votre témoignage sous le titre « Le petit juge » aux éditions Albin Michel. Un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes. J'étais très surpris que vous, qui êtes censé vous occuper de la justice des hommes, tout d'un coup, vous ayez l'air de vous décharger sur Dieu ou le ciel de cette... Non, ou sur une forme de folie. Oui, mais quand vous dites un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes, tous les crimes regardent la justice des hommes. Oui, si vous voulez. Ça m'a été... vous voulez. Non, mais là, vous avez tout à fait raison. Mais ceci dit, effectivement, il y a peut-être des nuances à introduire. Et peut-être qu'effectivement, ce crime ne regarde pas la justice des hommes. Mais Mais c'est étonnant, quand même, de la bouche d'un juge d'instruction, ça, cette phrase. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Non, ça, on ne peut pas en dire plus. À la veille de Noël 87, Jean-Marie Villemain sort de prison, mais il reste sous contrôle judiciaire. Pour dépassionner l'affaire, l'instruction a été délocalisée à Dijon.
c'est le juge Simon qui a repris le dossier depuis 1 an. Il réexamine tous les éléments depuis le début. Chaque reconstitution ramène les médias sur les bords de la Vologne. Son enquête est pratiquement terminée lorsque, comme son prédécesseur, il est pris dans le piège médiatique. Peu après, il tombe gravement malade. Et c'est un 3e magistrat, le juge Martin, qui finit de boucler les dossiers. En février 1993, plus de 8 ans après les faits, Christine Villemin sera totalement innocentée du meurtre de Grégory. En décembre de la même année, son mari est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, pour le meurtre de Bernard Laroche. Il doit en outre payer à la famille de sa victime d'importants dommages et intérêts. Dans toute la presse, une 20aine d'articles seulement rendront compte de l'innocence de Christine Villemin. Et un seul journal publiera des excuses aux parents de Grégory. Le fait que le directeur d'enquête soit en même temps celui qui faisait les communiqués de presse n'était pas bon. À chaque fois maintenant, l'aspect médiatique est pris en compte par un officier spécialement formé qui s'occupe de ce problème-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive et qu'il n'y ait pas collusion entre les genres. Dans cette affaire, 10 ans après, je crois qu'il faudra se souvenir que les journalistes ne sont pas policiers ni gendarmes, les journalistes ne sont pas juges d'instruction, les journalistes ne sont pas avocats, mais dans le même temps, les avocats ne sont pas journalistes, les policiers ne sont pas journalistes, et les juges d'instruction ne sont pas journalistes. Et si chacun était resté à sa place, peut-être que l'affaire Grégory aurait été élucidée. C'est pas normal que cette affaire reste une affaire non élucidée, une affaire mystérieuse, alors qu'on a dit beaucoup de choses et que... Il manque un petit déclic, il manque un petit grain de sable. Ce petit grain de sable, je le cherche, je l'ai peut-être trouvé, mais il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit vérifié, recoupé. On ne peut pas accuser, moi je fais pas du Yann Pia, j'apporte les preuves. Si j'accuse quelqu'un, j'apporte les preuves. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ça a été une formation formidable pour moi. Si je suis aujourd'hui ce que je suis en tant qu'écrivain ou en tant que journaliste, c'est en particulier parce que j'ai vécu cette période-là de ma vie, quoi, a été importante, quoi, parce que j'ai vu comment on fabriquait du mensonge et comment c'était vraiment très très difficile d'être journaliste. C'est un métier immensément difficile parce que c'est très dur de résister à des tas de choses, quoi. Et qu'un journaliste, ça doit avant tout être un résistant. Et c'est dur, dans des situations comme ça, on est vite emporté par sa passion, on est vite emporté par des intérêts financiers, on est quand même un point central entre plein de courants différents, quoi. Il y a son journal qui fait pression, il y a ce qu'on vit tous les jours, donc c'est raison gardée dans des situations comme ça, c'est pas évident, quoi. Je dirais que nous avons tous une dette à l'égard de ces gens-là, dont nous avons un peu volé les vies quand même, hein, au sens propre et au sens figuré du terme. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les journalistes, hein. C'est les magistrats, c'est les avocats, c'est la population tout entière, hein. Tous ceux qui, à un moment donné, Dieu sait s'il y en a eu, hein, du nord au sud de la France, et même ailleurs, hein, même ailleurs. Tout le monde, à un moment donné, a pris un petit peu cette histoire pour en faire, pour alimenter ses conversations, ses rancœurs, etc. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est la dette un peu qu'on a à l'égard de ces gens, oui, vraiment. Je pense que c'est le reflet aussi de notre société. Vous voyez, 13 ans après, votre émission va, j'espère, montrer le recul. Mais les gens vont encore être passionnés. Vous-même, parmi votre équipe, il va y avoir des passionnés. Parce que on vit dans une société où, malheureusement, l'image a un poids terrible. Terrible. Et je pense que montrer du doigt ce dossier, c'est bien, tout le monde a bonne conscience de montrer du doigt cette affaire, mais ça continue. Nous voudrions dire que les victimes sont en droit d'attendre de la justice, procureur ou magistrat instructeur, ce que nous n'avons pas connu. Le respect de leur douleur, une écoute, un réconfort et une information sur leurs droits. L'ensemble de la presse nationale et régionale française a imaginé un grand feuilleton en réécrivant mon histoire, ma jeunesse, notre vie de couple et même celle de notre enfant que l'on disait entre autres mal aimé.